Ça veut dire quoi communiquer pour vous? Faire connaître ses intentions, faire connaître ce que l'on pense, faire connaître ses idées, échanger avec autrui. Échanger avec autrui. Transmettre un message. Transmettre un message. Moi, je dirais que dans la communication, il y a aussi surtout l'écoute. Il y a l'écoute dans la communication, oui. Moi, je définis la communication comme un échange. Oh, il y a quelqu'un qui a parlé avant moi. Je m'excuse. Parler pour se faire comprendre. Parler pour se faire comprendre. Ça, j'aime ça. C'est très intéressant. Parler pour se faire comprendre. Moi, je définis la communication comme un échange, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et c'est un échange, il y a un récepteur, il y a un émetteur. Oui. C'est un dialogue à double sens entre deux personnes. Un dialogue entre deux personnes. Toutes les réponses que vous avez données sont bonnes. La communication, c'est un dialogue. La communication, c'est de pouvoir définir ses intentions et de pouvoir aussi les véhiculer ou les faire, se faire comprendre, se faire entendre et se faire comprendre, se faire entendre et se faire comprendre. Parce qu'il y a une différence entre entendre et comprendre. On peut entendre parfois des gens, mais on ne les comprend pas. On entend ce qu'ils disent, mais on ne comprend pas. Donc, la communication, c'est vraiment tout un art. Et quand on parle de communication en général comme ça, il y a plusieurs axes qu'on peut regarder à cette communication-là. Pour nous, on va essayer de cibler ce qui nous intéresse ce soir, donc de ramener ça au niveau de la communication. Reposez-vous pas. Pardon? Je pense que c'est une erreur. OK. Je pense que quelqu'un a communiqué là-dessus. Ouais. Donc, comme je disais, communier ou communiquer. Dans communication, nous avons le mot communier qui vient avec. Ce qui veut dire que la communication est loin d'être simplement comment dire, un moment où on se parle. La communication est plus que ça. Je vais essayer de muter parce que ça dérange. Merci. Donc, comme je disais, dans communiquer, on a communié. Qu'est-ce que ça veut dire communier? Communier, c'est vraiment lorsque les deux cœurs sont capables de se trouver. Les deux cœurs sont capables de se parler. Et quand les deux cœurs ne sont pas capables de se parler, que ce soit les deux cœurs au niveau du couple ou que ce soit les cœurs au niveau d'une famille, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a des antécédents, il y a des choses qui se sont passées, il y a des affaires qui se sont infiltrées là-dedans qui fait en sorte que la communication est coupée à un certain niveau. Alors, on parle ici là des obstacles à la communication. Donc, on va parler aussi un petit peu de cela. Quels sont les obstacles à la communication? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la communication entre deux personnes dans le couple ou dans la famille puisse se rompre? On va aussi parler de pouvoir identifier mon cavalier de communication. Dans la communication, chacun a son style de communiquer. Tout le monde ne communique pas pareil. Il y a ce qu'on appelle l'interférence dans nos interactions. Et cette interférence-là vient de ce qu'on appelle les cavaliers de la communication. On va parler de cela et chacun va pouvoir définir quel est mon cavalier de communication, comment je communique. Lorsque je parle là, je dis quoi? Je parle comment? Ça sort d'où? Les messages, les paroles, ce que j'ai dans mon cœur et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à atteindre le cœur de l'autre? On va parler aussi de cela. Et ensuite, on va parler de l'antidote des cavaliers. Comment faire pour arrêter le travail de ces cavaliers-là et avoir quelque chose de... Est-ce que Marie-Louise peut muter son micro, s'il vous plaît?
comme je suis sur 2 ordi, j'ai pas... Marie-Louise, si vous pouvez muter votre micro, je vous en prie. Donc, c'est quoi communiquer? Communiquer librement et de façon régulière, c'est une règle de survie. C'est très important de pouvoir comment je fais pour... Donnez-moi une minute, je dois absolument muter ça. Je ne suis pas capable de la muter. C'est que ceux et celles qui n'interviennent pas se mutent eux-mêmes. Merci. Donc, on revient à ça. Communiquer librement et de façon régulière, c'est une règle de survie pour un mariage. Qu'est-ce que cela signifie? On ne peut pas avoir un mariage qui réussit si on ne se communique pas, si on ne se parle pas. C'est très, très difficile d'être dans un mariage où on ne se dit rien. La communication, c'est le pont. Quelqu'un l'a dit, c'est le pont qui réunit 2 cœurs et 2 vies. S'il n'y a pas communication, il n'y a pas de couple. Le couple, ça n'existe pas. Maintenant, c'est de comprendre comment communiquer, parce qu'il y a du monde qui croit qu'il communique, mais en fait, ce qui sort de là, ce n'est pas vraiment la communication en tant que telle. C'est plus de problèmes, c'est plus d'huile sur le feu, mais on ne le sait pas. En soi, on pense qu'on est en train de communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de communiquer librement. Librement, ça veut dire que de façon intentionnelle, je pense que le monsieur qui est là ici ce soir l'a dit, ce serait mieux pour moi d'avoir son nom plutôt que de l'appeler chaque fois le monsieur. C'est quoi votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Il s'agit de moi, c'est Pierre? Oui. OK, Pierre Tchéco. Pierre, OK, merci Oui. Pierre. Merci. J'aime mieux appeler les gens par leur nom que d'avoir appelé monsieur tout le temps. Ah non, c'est bon, pas de souci. Oui, Bon. j'ai beaucoup aimé votre réponse. Donc, c'est vraiment cela. Il faut pouvoir communiquer un message, une intention, et c'est ça qui fait la conversation. Ah, c'est que c'est que. Encore Marie-Louise. Est-ce que vous pouvez muter? Je vais vous donner la main pour que vous puissiez OK. muter, parce qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir autrement. Donc, participant, Clarisse. OK. OK, c'est parfait, vous l'avez, hein? Vous l'avez, hein? Je vous ai donné. Donc, pour avoir... Est-ce que tout le monde m'entend avant que je continue là? Oui, c'est correct. OK, parfait. Donc, pour avoir un bon mariage, 2 choses sont très importantes. On parle de pouvoir avoir des bonnes conversations, une bonne conversation et une résolution effective de conflits. Donc, d'une part, on a la capacité de converser, la capacité de se parler, la capacité de communiquer, la capacité de se faire entendre et de se faire comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne conversation. Donc, on a vraiment parlé et on s'est compris. La deuxième chose, c'est de pouvoir avoir une méthode de résolution effective de conflits. S'il n'y a pas ça, on ne parle pas d'un bon mariage. Ces 2 choses-là sont importantes pour que le mariage soit solidifié et que la famille soit stable aussi. Bien que les 2 ne soient pas faciles, il est possible de développer ces capacités pour améliorer notre couple. Donc, on reconnaît
en partant que ce ne sont pas des choses qui sont faciles parce que personne n'est venu du berceau avec cela. Personne n'est sorti du ventre de sa mère en sachant exactement quoi dire, quoi faire au bon moment. Donc, il ne faut pas se sentir visé, il ne faut pas se sentir pointé, il ne faut pas se sentir non plus rabaissé lorsque on adresse ses propres problèmes de communication. Tout le monde doit apprendre. Chaque personne a quelque chose à améliorer, quelque chose à ajouter. Donc, il est possible de bâtir un bon mariage si les deux personnes sont volontaires, si les deux personnes sont travaillantes dans ce sens-là et on se dit, je veux m'améliorer et toi aussi, tu veux t'améliorer. Donc, on va donc aller dans une mission spéciale pour pouvoir déjà, premièrement, détecter les obstacles à la communication. Quels sont les obstacles à la communication? Premièrement, ne pas comprendre que l'autre n'est pas moi. L'autre n'est pas moi. L'autre ne peut pas penser exactement comme toi. L'autre est un être à part entière. L'autre est d'un sexe différent de toi. Il a une façon de penser, une façon de concevoir les choses qui lui est propre selon son genre. C'est très important de commencer par cela parce que ça nous permet de ne pas être des faux dieux, si on peut dire ainsi, qui vont essayer de manipuler les autres pour que l'autre personne puisse être à notre image et à notre ressemblance. C'est de respecter la différence là qu'il y a déjà établie entre l'homme et la femme et de pouvoir le reconnaître aussi, c'est très important. Deuxièmement, avoir des conversations vides, des conversations qui ne veulent rien dire. Et très souvent, on a ça dans nos sociétés, on a ça dans nos traditions, dans nos façons de faire, ou dans le couple, on a beaucoup de conversations vides. Si on traitait nos amis qui sont dehors là, comme on traite nos familles, nos femmes, nos maris à la maison, on n'aurait pas d'amis. On n'aurait vraiment pas d'amis. La maison, le couple est censé être un autre endroit, un endroit de départ, un endroit où on apprend à s'apprécier, un endroit où on a envie de faire des bonnes et belles conversations et non pas des conversations vides comme qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui, c'est comment les enfants aujourd'hui, bien. Ça, c'est des conversations vides. C'est des conversations qui ne transmettent absolument. Si vos conversations s'arrêtent juste à ce niveau, c'est ce qu'on appelle des conversations vides. Il n'y a pas de substance à cela. La troisième chose qui constitue un obstacle à la communication, c'est ce qu'on appelle les conflits irrésolus. Donc, on va aller un par un pour essayer de rentrer pleinement là-dedans. Lorsque nous ne comprenons pas comment les femmes et les hommes fonctionnent de façon différente, dépendamment aussi du degré et du contexte de la communication, les hommes doivent comprendre qu'en général, les femmes ont un plus grand besoin de communiquer. Donc là, je m'adresse spécialement aux hommes. D'abord, premièrement, les femmes, elles ont un besoin, c'est un besoin en elles, c'est un besoin inné, c'est un besoin profond, vital même pour les femmes. Elles veulent communiquer, elles veulent parler, elles veulent dire des choses, elles veulent entendre des choses. C'est vital pour elles. Ça s'imbrigue dans ce qu'elles sont, ça s'imbrigue aussi dans ce qu'elles ont. Ça fait partie de qui elles sont. Elles veulent plus de conversations que oui, bien, non. OK, bye. Non, ça, ce n'est pas des conversations. Ce sont des conversations vides du côté de la femme. Elle a besoin de plus que cela. Elle a besoin d'entendre. Elle a besoin d'écouter. Elle a besoin de détails. La femme, tu ne lui dis pas, tu rentres par exemple d'une sortie avec tes amis et te demandes, alors comment ça a été? Bien. Bien? Bien, ce n'est pas une réponse pour la femme. La femme, ce qu'elle attend, c'est « Oh, mais j'ai été là-bas, c'était fantastique, mon ami tel, il a dit ci, il a dit ça, nous avons rigolé, nous sommes montés, on est descendus. » Elle veut ces détails-là, pas pour assouvir un besoin de FBI ou de quelque chose de ce genre. Non, mais c'est parce que c'est sa façon à elle de connecter à toi. En ce moment, ce qu'elle cherche, c'est connecter à ce que tu viens de vivre pour vivre un moment précieux au travers de ce que tu vas lui raconter. C'est tout. C'est un besoin de connexion pour elle.
Alors, généralement, les hommes ne comprennent pas ça et disent, ah, elle cherche trop de détails. Ah, c'est juste parce que c'est la nature de la femme. Elle est faite ainsi. Elle a été créée ainsi. Elle est tournée vers la conversation, tournée vers la communication. Alors, les hommes, on vous encourage à communiquer un peu plus que vous ne le voulez, parce que cela est sain pour votre couple. Il ne s'agit pas seulement de vous dans le couple et de vos besoins, mais il s'agit aussi du besoin de l'autre. Comment combler ce besoin-là? Comment, quand je comprends que ma femme, elle a besoin de ça pour se sentir incluse dans le couple, alors je m'ouvre à elle, je peux lui parler, je peux lui raconter, je peux lui donner un peu plus de détails parce que je suis en train d'aller répondre à ce besoin-là qui est en elle. En retour, la femme doit comprendre que son mari doit pouvoir lui faire confiance de sa capacité de garder les confidences qu'il lui a fait pour qu'il puisse s'ouvrir librement. Et imagine ton mari, tu lui demandes comment ça a été donc, tu as été avec Paul, vous avez fait quoi? Et ton mari se met à te raconter et puis soudainement il a envie de se confier, il dit ah tu sais, by the way, Paul m'a dit si, et vraiment ça m'a troublé. Voilà une confidence que ton mari vient de te faire dans toute simplicité, dans le besoin de communiquer et de te transmettre ce qu'il ressent à l'intérieur. Et la femme maintenant, si elle ne sait pas contrôler sa langue, si elle ne sait pas que son mari, pour qu'il puisse s'ouvrir prochainement à elle, il a besoin de sa capacité de garder les confidences. Si elle s'en va maintenant, elle s'en va raconter, ah, mais mon mari m'a dit que Pierre avait fait ceci, il a fait ci, il a fait ça. Vraiment, je pensais que c'était un homme sérieux. Regarde-moi ça, regarde ce que mon mari a dit. Et puis, ça va créer des problèmes graves. Et puis, quand ça va revenir dans les oreilles de son mari, est-ce qu'il voudrait encore se confier en elle? Pas du tout, parce qu'il sait que c'est un panier troué. Tout ce qu'on met dedans, ça sort. Donc, il ne pourra pas, il ne voudra même pas aller communiquer encore de cette façon-là. Donc, il y a ces petites choses-là qui peuvent influencer et pourrir notre capacité de communiquer avec l'autre. L'homme et la femme communiquent de façon différente par rapport aussi à leurs besoins de base. Quels sont les besoins de base de l'homme? L'homme, son besoin de base premier, c'est le respect. L'homme, dans ce qu'on lui dit, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, ça lui communique le respect ou le non-respect. L'homme entend tout ce que tu fais, tout ce que tu dis au travers de ce besoin qui est un grand besoin pour lui. Le respect. S'il n'y a pas de respect dans l'approche, s'il n'y a pas de respect dans la façon d'être, s'il n'y a pas de respect dans la façon d'être, de gérer même la maison, l'homme, il se ferme et il se retire automatiquement. Il n'y a même pas de remède à ça. Le plus grand besoin de l'homme, bien-aimé, c'est le respect. Et son deuxième plus grand besoin, c'est celui de la sexualité. L'homme a une libido toujours un peu plus forte que celle de la femme. Et lorsqu'il vient constamment vers sa femme et celle-ci le repousse, lui, il se ferme et il s'en va. Parce que l'un des plus grands besoins de l'homme, c'est cette capacité-là, c'est ce besoin-là d'être actif sexuellement avec sa femme. Et très souvent, c'est après le sexe que l'homme s'ouvre plus, alors que chez la femme, c'est le contraire. C'est plutôt avant le sexe qu'elle a comme envie de parler, envie de se confier, envie d'être là. Or, chez l'homme, c'est vraiment après l'action. Et quand il est vraiment satisfait, il a tendance à vouloir, comme l'histoire de Samson dans la Bible, de donner à cette femme tout ce qu'elle veut parce qu'il est comblé. Il est comblé. C'est pour ça que généralement, on dit que la voie du cœur, la voie pour aller dans le cœur d'un homme, ça passe par son ventre et le bas-ventre. Parce que quand il est bien pris, quand il est bien pris aux petits soins, comme je veux dire, il est capable maintenant de se confier. Il y a comme une douceur, un abandon total qui se présente là au niveau de l'homme. Donc, on a ce besoin-là, on a le respect, on a le sexe et on a aussi l'amitié. L'amitié, c'est un besoin hyper important chez l'homme. L'homme veut savoir que quand il vient vers sa femme, il vient vers une amie.
L'homme ne veut pas épouser sa femme. Il n'a pas épousé sa femme pour qu'elle soit là tout le temps en train de lui dire, oh non, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Tu as fait comme ci, tu n'as pas fait comme ça. Regarde comment tu as fait. Monte là-bas, descends là-bas. Commencer à le commander, à lui montrer quoi faire, à lui dire quoi faire, à corriger même tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ne fait pas. Ça frustre les hommes. Ça fait comme s'il avait affaire à sa maman. C'est comme si on les retournait à l'époque où ils étaient encore à l'école dans leur culotte et puis ils devaient être surveillés par maman. L'homme là n'a pas épousé sa maman. Il n'est pas allé chercher une deuxième maman qui va prendre soin de lui. Il cherche une amie d'abord. Quand l'homme trouve en sa femme une amie, quelqu'un avec qui il peut échanger, quelqu'un avec qui il peut faire des projets, quelqu'un avec qui il peut faire des délibérations, cet homme-là, il grandit et on voit que la communication devient plus facile au niveau du couple. Donc voilà les 4 besoins. Il manque le quatrième. Le quatrième besoin de l'homme, c'est une aide au niveau de la gestion de la famille, de la gestion du foyer, de la maison. On parle ici d'être capable de tenir une maison et de tenir un minimum de propreté, un minimum de netteté même à la maison. Ça aide. Il n'y a rien de plus frustrant qu'une maison qui est complètement en désordre, continuellement en désordre, et ça fait mal. Ça crée une image là qui, pour l'homme, c'est un besoin de l'homme. Pour nous, peut-être ça ne peut pas nous déranger, mais chez l'homme, il y a quelque chose qui enlève sa valeur, ça lui enlève une petite valeur là. Et c'est pour ça que généralement, les hommes sont toujours très énervés quand la maison est très, très sale, la maison est dans tous ses états. Tu vas voir que cet homme leur a tendance à toujours sortir, à voir comme un pas en dehors tout le temps. Mais quand la maison est propre, c'est accueillante. Ça l'attire. Lui-même, il a envie de rester là. C'est pas pour mettre une charge sur la femme, mais c'est pour comprendre que quand il s'agit de la gestion de l'intérieur, de la maison à l'intérieur, là, il n'y a pas plus meilleur que la femme. La femme a une touche. L'homme peut être, monsieur, je range tout, je classe tout, mais quand la femme s'y met, il y a une touche spéciale. Il y a quelque chose là qui relève le niveau, qui fait en sorte que on est encouragé à parler de cela. Donc, voilà les 4 besoins de base de l'homme. Premièrement, le respect, c'est son besoin numéro 1. Deuxièmement, le sexe, c'est son deuxième plus gros besoin. L'homme en a besoin. Il veut sentir que sa femme a besoin de lui. Il veut pas toujours être non plus la personne qui fait le premier pas. Madame, toi aussi, tu peux faire le premier pas. Tu peux te mettre propre, tu peux te mettre sexy, tu peux te mettre attirante pour lui et faire les premiers pas. Faire des sorties, faire des choses romantiques. C'est pas toujours à l'homme de faire le premier pas. On attend toujours que ce soit lui qui fasse. Pourquoi? Si on veut vraiment donner sa participation dans le couple, il faut être intentionnel. Il ne faut pas attendre que ça vienne du ciel. Troisièmement, c'est le besoin d'amitié. L'homme et la femme devraient être normalement les meilleurs amis du monde. Mais quand l'homme est tourné plutôt vers dehors, vers ses amis à lui, il y a quelque chose qui manque à la maison. Travailler sur la bonne communication, c'est aussi reprendre sa place et de pouvoir combler ce besoin-là. Et la 4e chose, c'est l'aide domestique. Ça, c'est important. Donc, voilà les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Donc, maintenant, les hommes, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre que la femme, elle aussi, elle est différente. Elle est différente de vous. Elle n'a pas les mêmes besoins que vous. Elle n'a pas été faite de la même façon que vous. Elle n'a pas été fabriquée de la même façon que vous. Donc, elle a une spécialité, elle a une façon d'être qui est différente de vous. Ne passez pas votre temps à vouloir la transformer en l'image que vous avez dans votre tête. C'est une personne en elle-même, c'est une personne autonome. Elle n'est pas votre objet, elle n'est pas non plus quelqu'un qui doit être éduqué ou forgé. Quand on rentre dans le couple avec des pensées comme ça, impossible de faire de cette personne-là notre amie. On ne va pas vers nos amis pour essayer de les changer, pour essayer de les éduquer. On va vers eux pour essayer d'être des amis, les comprendre. Donc, la femme, elle est différente.
elle est différente et elle veut pouvoir être reconnue aussi pour cela. On parle ici des 4 besoins aussi de la femme. Le premier besoin de la femme, c'est la sécurité. La sécurité. La femme, lorsqu'elle se sait aimée par son mari, lorsqu'elle se sait protégée par son mari, lorsqu'elle se sait chouchoutée par son mari, lorsqu'elle se sait qu'elle est la première place dans la vie de son mari, cette femme-là est en sécurité, elle se sent en sécurité. Il ne s'agit pas de l'argent que tu vas lui donner, il ne s'agit pas des biens matériels que tu vas lui acheter, les voitures et tout cela. Il ne s'agit pas de tout ce que les robes Gucci et les sacs machin chouette et les Louboutins, c'est pas ça qui est important pour elle. Ce qui est important pour elle, c'est de savoir que elle a accès à son homme et que son homme a confiance en elle et que son homme croit en elle et que son homme lui fait confiance et que son homme sera toujours là pour la défendre lorsqu'elle aura besoin et que son homme est sensible à ses besoins. Ça, c'est le premier besoin de la femme. Et lorsqu'elle communique aussi au travers de ses besoins. C'est pour cela que même dans la communication, elle va toujours demander, poser des questions un peu plus loin. Son deuxième besoin, c'est la communication ouverte. Elle aime ça. Elle veut communiquer. Elle veut que tu lui parles. Elle veut que tu lui communiques des choses. Elle veut que tu échanges des choses avec elle. Elle veut faire des projets avec toi. Elle veut parler d'argent. Elle veut parler des enfants. Elle veut parler de la famille. Elle veut parler de tout parce que c'est son monde. Et tout ce qui l'entoure, elle a besoin d'en parler. Et elle a besoin d'en parler à son meilleur ami, à la personne qui est proche, à la personne qui partage sa vie. Et quand une femme ne trouve pas ce pont-là de communication ou ce chemin-là qu'elle peut parler à son mari, ça froisse le couple, ça froisse son premier besoin qui est la sécurité. Et du coup, elle se tourne vers ses copines ou elle se tourne dehors vers la première personne aussi. Peut-être c'est pas une bonne chose, mais ça arrive. Elle va se tourner vers la première personne qui va lui donner une oreille, qui va l'écouter, qui va la valoriser, qui va la valider. Parce que c'est ça, c'est ce besoin-là de la femme. La femme aussi a besoin son troisième besoin, c'est une affection non sexuelle. La femme n'est pas toujours tournée vers le sexe tout le temps, pas toutes les femmes en tout cas. Elle veut des moments câlins, elle veut des moments où elle peut s'asseoir et que ce ne soit pas forcément parce qu'elle cherche le sexe, mais parce qu'elle veut parler, parce qu'elle veut communiquer, parce qu'elle veut juste passer un moment tendre avec son homme. Et ça, très souvent, beaucoup de femmes se retiennent parce qu'elles se disent, ah, si je m'approche trop, il va juste chercher à faire l'amour parce qu'il n'a pas compris que tout ce qu'elle voulait, c'est juste cette proximité-là. Et le quatrième besoin de la femme, c'est le leadership. Le leadership. Même si la femme proclame haut et fort, femme indépendante et tout celle-ci et tout cela, elle n'en attend pas moins de son mari que d'être un leader dans la famille, dans le foyer, d'être réellement le chef qui montre l'exemple, pas le chef qui gouverne, pas le chef qui commande tout le monde, mais le chef qui montre l'exemple, le chef qui lead, montrer l'exemple, conduire, celui-là qui va être prêt à conduire les enfants dans leur jeu, dans leur game, dans tout ce qu'ils ont à faire, celui-là qui va être le premier à s'élever pour aller déneiger, pour couper les herbes, pour arranger des affaires, pour être un homme, un leader, celui-là qui va être prompt pour prendre des décisions concernant la protection de la famille, les assurances, les hypothèques. Est-ce que toutes ces choses-là, la femme attend, elle soupire de voir un leader en son mari. Il n'y a pas de femme qui veut avoir un suiveur. Elles veulent des leaders. Elles veulent un homme qui va se tenir, qui va faire des choses comme il faut. Et cela, ça aide au niveau de la communication. Le deuxième problème, comme on disait tantôt, c'est d'avoir beaucoup de conversations vides, parler pour ne rien dire. Souvent, c'est l'attitude du mari qui fait que le couple communique peu, parce que les hommes communiquent peu. Les hommes ne savent pas communiquer. Les hommes ont des problèmes pour communiquer. Ils ne savent pas exprimer leurs émotions, ils ne savent pas exprimer leurs idées parfois, et ça, c'est difficile. Et parfois, il y a le stress.
la fatigue, les oreilles surchargées, il a 2, il a 3 boulots. Quand il rentre à la maison, il est déjà tellement écrasé qu'il n'y a plus moyen pour lui de trouver une certaine énergie. Néanmoins, il est crucial que le mari et la femme partagent des moments de conversation. Trouvez du temps. Faites du temps. Soyez intentionnels, même si c'est à votre pause. Au lieu de passer du temps à faire du babillage avec les copains qui sont là, prends 5 minutes pour communiquer avec ta femme, pour appeler. Chérie, ça va? Comment va la maison? Comment tu vas au travail si elle est au travail? Tout va bien? Communiquez quelque chose, établissez un pont, soyez intentionnel là-dedans. Le troisième problème, obstacle à la communication qu'on voit très souvent au milieu des gens, c'est les conflits irrésolus. Il y a un problème, on n'en parle pas. Il y a un problème, chacun va dans son coin. Il y a un problème, on parle à tout le monde sauf à la personne. Et qu'est-ce que ça fait? Ça touche le couple. Et maintenant, ça fait en sorte que le couple se divise. Ça va se diviser. Là où les gens ne sont pas capables de se parler, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Maintenant, on entre, parce que je vais terminer et après on va entrer dans la période des questions. Les cavaliers de l'Apocalypse. C'est quoi les cavaliers de l'Apocalypse? Pour ceux qui lisent la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on parle de ces 4 cavaliers. Excusez s'il n'y en a que 3 dans mon truc. On parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont des chevaux qui annoncent la fin des temps. Donc, ces chevaux-là, particulièrement, ont des particularités, et chacun de ces chevaux a une identité, a aussi une caractéristique. Et le psychothérapeute John Gottman, il a fait toute une théorie sur les cavaliers de l'Apocalypse en montrant comment ces cavaliers-là influencent nos comportements dans le couple et comment ça va venir maintenant influencer nos interactions avec le conjoint ou la conjointe. Donc, dans ces cavaliers de l'Apocalypse, on a 4 catégories. Le premier s'appelle la critique, le deuxième s'appelle le mépris, le troisième, c'est le défensif et le quatrième, c'est le mur de pierre. Le mur de pierre. Donc, pour expliquer cela rapidement, je vais vous mettre une petite vidéo, c'est juste un petit 4 minutes et vous allez voir ce que c'est que ce cavalier de l'Apocalypse. Donc, vous me dites si vous êtes capable de l'entendre. Moi, j'entends rien. Je ne sais pas si les autres entendent. Ces 4 cavaliers provoquent des interactions hautement nocives et entraînent peu à peu le couple dans une descente infernale vers toujours plus de distance et d'isolement. Lorsque ces 4 cavaliers se sont immiscés dans la relation, la fin du couple est proche. Bonjour, c'est Armelle de Bonheur Brut. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 cavaliers de l'Apocalypse du couple et leur antidote respectif. Premier cavalier, la critique. La critique consiste à attaquer l'autre sur sa nature ou sur son caractère. Elle est facilement reconnaissable car elle s'appuie sur l'utilisation de tu et autres jamais, toujours, tout le temps. Exemple, tu es toujours en retard, tu ne comprends jamais rien, tu es égoïste, tu ne penses jamais à moi. L'antidote à la critique consiste à exposer la situation et à parler de notre ressenti et de nos sentiments sans attaquer l'autre et sans chercher à l'étiqueter. Pour ce faire, il est conseillé de parler de soi plutôt que de l'autre et donc de parler à la première personne, je. Exemple, au lieu de dire « tu es pénible, tu es toujours en retard », parlez plutôt de ce que vous ressentez lorsque votre partenaire arrive en retard. Lorsque tu arrives en retard, j'ai peur qu'après on ne soit pas à l'heure et je stresse énormément. En reformulant de cette manière, il est beaucoup plus probable que votre partenaire soit réceptif à vos demandes et accepte de rechercher des solutions gagnant-gagnant avec vous. Deuxième cavalier, le mépris. Le mépris empoisonne les relations et il est le plus grand prédicateur de divorce. Il consiste à faire sentir l'autre comme un inutile ou comme un bon à rien
et peut s'exprimer aussi bien de façon verbale que non verbale. Il comprend toutes les sortes de dénigrement, ironie, sarcasme, irrespect, moquerie, insultes, soupirs, yeux au ciel, regard assassin. Il place celui qui méprise en position de supériorité et traduit souvent son exaspération. L'antidote au mépris consiste à cultiver et entretenir une culture d'appréciation et de respect de l'autre en reconnaissant ses mérites, ses qualités et en cultivant la reconnaissance et la gratitude. Il est également nécessaire de faire preuve d'empathie envers l'autre, d'apprendre à lui formuler des demandes claires de façon respectueuse et de cultiver l'humilité, car nous non plus, nous ne sommes pas parfaits et nous ne faisons pas toujours tout bien. Troisième cavalier, le comportement défensif. Le comportement défensif enferme les deux personnes dans un cercle sans fin d'attaque et de contre-attaque qui peut conduire à une escalade de la violence. L'antidote est de reconnaître sa part de responsabilité personnelle dans le conflit. C'est vrai que, il est vrai que, reconnaître sa responsabilité ouvre ainsi la porte du compromis et il est donc beaucoup plus facile de trouver une solution au problème. Quatrième cavalier, la dérobade. La dérobade consiste à se retirer du conflit en refusant toute forme de communication ou en fuyant le dialogue. La dérobade peut ainsi prendre plusieurs formes. Faire semblant de ne pas écouter, regarder ailleurs, faire autre chose, faire comme si l'autre n'existait pas, quitter la pièce ou tout simplement partir. L'antidote à la dérobade est de demander à votre partenaire de faire une pause au cours de la dispute au lieu d'éviter le sujet ou de fuir la conversation. Je pense que l'on devrait faire une pause et reprendre la discussion dans une vingtaine de minutes. Est-ce que l'on peut se donner 20 minutes et reprendre après ? Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous une citation de David Lake. Si vous traitiez vos amis comme vous traitez votre conjoint, ils ne vous parleraient plus. Mais si vous traitez votre conjoint comme un ami, alors quel bonheur vous allez connaître. D'accord. Donc, là, ce sont les 4 cavaliers de la communication. Et on avait 4 exemples. On avait 4 exemples qui nous ont été donnés. Donc, dans les 4 exemples que vous avez vus, on a parlé du premier caractère, du premier cavalier qui est la critique. Et très souvent, ce sont des caractères que nous avons appris de nos parents. On a été élevés comme ça. Ça vient toujours des endroits où on a grandi. Si à la maison, on était habitué de critiquer les gens. Si à la maison, on a grandi en voyant papa critiquer maman tout le temps ou maman critiquer papa tout le temps, rien de ce qu'il fait n'est jamais bon. Oh, tu es toujours comme ça. Tu es toujours en retard. Tu n'es ceci, tu n'es cela. Tu. Le tu, ça tue. Donc, s'il y avait un des parents ou les deux qui s'accusaient mutuellement et qui se pointaient du doigt, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre cela comme étant un modèle. Et plus tard, quand tu grandis, tu te retrouves dans ton couple, tu reproduis la même chose. Peu importe si c'est ton père biologique ou ton oncle ou ta tante ou n'importe qui t'a élevé, c'est par apprentissage. Ce sont des choses qu'on fait par apprentissage. Donc, tu vas reproduire cela et tu vas te retrouver en train de faire exactement la même chose. La critique attaque le caractère de la personne. Quand quelqu'un est critiqué constamment, il se sent petit comme ça là. Et quand quelqu'un est critiqué, qu'est-ce qu'il fait régulièrement, le plus souvent? Il se retire. Il se retire parce qu'il est tellement blessé qu'il ne sait pas comment réagir. Ça, c'est de un. Ou une autre personne, un autre type de personne va réagir en rentrant maintenant dans la défensive. La personne est dans la défensive parce qu'il se sent attaqué tout le temps. Donc, ça, c'est ce qu'on voit, le personnage le cavalier de
de la critique agit des fois dans le couple. C'est peut-être le mari qui est toujours en train de dire, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas capable de faire ça, tu ne vois pas ton ami ici qui peut aussi faire comme ça, pourquoi tu ne peux pas aussi faire comme tes amis, tu es même quel genre de femme, tu es quel genre de femme, tu es ceci, tu es cela. Ce sont des choses qui empêchent, qui brisent la communication et qui ne favorisent pas une cohésion dans le couple. À la place, dis comment tu te sens. En parlant de soi, on amène l'attention sur soi plutôt que de blâmer l'autre. Blâmer l'autre n'est pas la solution parce que l'autre n'a pas forcément la connaissance de ce que tu es en train de vouloir même transmettre. Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est ça. On parle maintenant du cavalier appelé le mépris. Celui-là, c'est le prédicteur numéro 1 des divorces. Dans les couples où la communication, le style de communication préféré, c'est « Ah, regarde-moi cette folle-là, des insultes, les insultes, les insultes, les insultes. » Tu ne peux pas construire un couple avec des insultes. Quand il y a des insultes qui sortent, des mots méchants, des mots qui rabaissent, des mots qui détruisent l'autre personne, des mots qui sont destinés intentionnellement à blesser l'autre, on ne peut qu'avoir un résultat de destruction. Ça ne peut pas construire, ça ne peut pas protéger l'autre, ça ne peut pas édifier. Et très souvent dans les couples où les gens s'insultent copieusement, ça finit toujours par un divorce ou alors ça va finir simplement par deux murs de pierre dans la maison. Ils se tolèrent, même parfois ils ne se tolèrent pas. Peut-être dehors, ça peut avoir l'air que c'est un couple, mais quand tu rentres à l'intérieur, ce n'est pas un couple du tout. Et très souvent, quand vous voyez un couple divorcé, il y a longtemps que l'affaire était pourrie. Ce n'est pas le moment qu'il divorce là, que c'est wow, c'est un problème. Non, il y a longtemps que l'affaire est pourrie parce qu'il y a le mépris, parce qu'il y a des insultes, parce qu'il y a des coups de poing, parce qu'il y a des trahisons et toutes ces choses-là qui font partie du cavalier du mépris. La défensive, le cavalier de la défensive, c'est celui-là qui va caractériser cette personne qui est toujours en train de se défendre. Il n'a jamais tort, elle n'a jamais tort. Quel que soit le problème qui va être soulevé, cette personne n'a jamais tort. Mais pourquoi tu as fait ça? Ben, j'ai fait ça parce que tu as fait ça. Pourquoi tu m'as dit ceci? J'ai dit ça parce que toi, tu m'as d'abord dit cela. Si tu ne m'avais pas dit ça, je ne t'aurais pas dit ça. C'est un dédouanement constant. Il n'y a pas de responsabilité. Et quand c'est comme ça, même la façon de demander pardon de cette personne-là est toujours boiteuse. Cette personne va dire, vraiment, je m'excuse, mais tu m'as poussé à bout. Si tu ne m'avais pas poussé à bout, je n'aurais pas fait ça. Ce n'est pas des excuses, ça. C'est une façon détournée. En anglais, ils appellent ça du gaslighting. Donc, c'est une façon détournée de faire sentir l'autre personne coupable de ce que moi j'ai fait. Donc, de rejeter la responsabilité sur cette personne-là. À la fin de la journée, ce n'est pas une excuse, c'est encore une accusation. Et c'est pour cela que le défensif, c'est encore un prédicteur de divorce, un prédicteur de destruction. On ne peut pas bâtir une amitié en accusant toujours les autres et en ne reconnaissant jamais ses torts. Jamais on est capable de dire « Ah, moi, j'ai eu tort ». Jamais on est capable de dire « Vraiment, dans cette situation-ci, si je n'avais pas fait ceci là, ça ne serait jamais arrivé. Vraiment, je te demande pardon. » Le défensif, lui, il est complètement vers c'est ta faute, c'est ta faute. Donc, à quelques degrés près, le défensif est aussi destructif que la critique. Et ces deux-là, généralement, on retrouve ce genre de couple-là où il y a un qui est sur la défensive et l'autre qui est le critique. L'un attaque et l'autre se défend. L'un attaque et l'autre se défend. Et parfois, à la fin de la journée, celui qui était sur la défensive se retourne maintenant aussi pour devenir critique. Et c'est là où le couple s'enflamme. Et très souvent, c'est ces deux-là qui s'attirent. On retrouve ce modèle-là d'interaction, le critique et le défensif, dans plusieurs couples. On va retrouver aussi le mur de pierre ou
la dérobade, comme disait la dame tout à l'heure, la dérobade ou le mur de pierre. Chez nous, à la maison, on appelle ça les bouddhistes, tout simplement. Vous voyez le gros Bouddha là qui est comme ça. Il est toujours assis comme ça en train de bouder. Donc, ça, c'est les spécialistes de bouderie. Tu m'énerves, je me ferme dans ma carte. Je ne te parle plus, je ne te dis plus rien. Je te donne un traitement de silence. Pendant 4 jours, pendant 5 jours, pendant 6 jours, pendant 7 jours, tu me dis bonjour, je ne réponds pas. C'est comme si le vent passait à la maison, tu n'existes pas. Dans mon cœur, en fait, j'étais déjà assassinée. Et ça, ce sont des obstacles à la communication. Généralement, les personnes qui boudent sont les personnes qui aiment le contrôle parce que je ne veux pas te répondre, je ne veux pas adresser le problème, mais je veux te punir avec mon silence. Je veux te punir avec mes bouderies jusqu'à ce que tu sois obligé de venir me demander des excuses ou de venir me demander c'est quoi qui se passe pour relancer la communication. Et ça, c'est très difficile. C'est très, très difficile de reprendre la communication quand quelqu'un est toujours en train de bouder. Parfois, la personne n'a même pas dit pourquoi elle boude. Parfois, c'est des sous-entendus ou des malentendus, mais la personne va bouder pour 4-5 jours, pour une semaine, pour un mois. Ça brise la communication et ça brise la communion. Ça empeste au niveau de la communion, ça ne favorise rien. Et très souvent dans le couple aussi, on va voir cette union-là, cette attirance-là entre le mur de pierre et peut-être la personne critique. Donc, dès que l'autre personne critique attaque, le mur de pierre se sent attaqué et il se réfugie directement dans son mur de pierre. Il ferme sa tour et puis on n'en parle plus. Donc, maintenant, on nous a donné quelques antidotes et il va falloir aller chercher à reconnaître d'abord son style de communication. Quel est ce cheval qui influence ma personnalité dans la communication, dans ma façon de communiquer avec mon conjoint? Et comment est-ce que je peux travailler pour que ça cesse? Premièrement, je reviens dessus, identifier. Est-ce que c'est un caractère que je traîne avec moi parce que j'ai appris cela de mes parents ou de mon éducation? Est-ce que j'ai appris ça de là? Parce que très souvent, c'est des choses qu'on a vues, dont on a été exposé. Et c'est devenu notre façon de faire. Il faut s'arrêter et dire non, 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 je ne veux pas continuer là-dedans. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et si on veut devenir intentionnel dans notre façon de communiquer, ça veut dire aussi être capable d'identifier ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas, et de décider de couper cela et de regarder ailleurs. Je vais vous montrer une autre petite vidéo à ce sujet pour que vous voyez comment la puissance le pouvoir qu'il y a dans les apprentissages chez l'enfant. Clarisse, il faut que tu me redonnes le os, s'il te plaît, pour que je puisse partager. Merci.
It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this way. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Donc, c'était un petit peu cette image-là qui est véhiculée dans ce message-là. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Mais les enfants imitent exactement ce que les parents font posent comme acte. Mhm. Mhm. Les enfants imitent exactement. Les pauvres innocents, ils ne savent pas, ils voient et puis ils vont reproduire exactement ce qu'ils vont voir. Et c'est pour ça que tantôt on parlait des choses que nous avons vues. Vous voyez, la façon qu'on a été élevé, les choses qui étaient autour de nous, la façon que nos parents avaient de résoudre leurs conflits, ça nous influence. La façon qu'ils avaient de se parler, ça nous influence. La façon qu'ils avaient même de parler à leurs enfants, ça nous influence. Maintenant, il faut aller regarder dans tout cela et disséquer. Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui n'était pas bon? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est destructif? Il faut faire le tamis de tout cela pour pouvoir cultiver une meilleure façon de communiquer. Et vous voyez que par là, la communication n'est pas simplement les mots qu'on dit, mais c'est aussi qui nous sommes. C'est aussi ce que nous voulons être. C'est aussi ce que nous voulons communiquer et l'héritage même que nous voulons laisser après nous. La communication est bien plus que cela. Et c'est pour cela qu'on dit que ça doit être intentionnel. Ça doit être intentionnel. Dans le couple, on doit être intentionnel. Si on veut bâtir un couple solide, si on veut bâtir un pont entre nos cœurs, il faut être intentionnel, il faut faire une analyse profonde de ce qui compose notre vie, ce qui compose notre passé, ce qui entache notre façon de communiquer. Des fois, les mamans, on peut se retrouver en train d'agir exactement comme nos mamans agissaient avec nos enfants. Si la maman avait l'habitude de toujours crier hey, « va là-bas, va là-bas », on va se retrouver en train de reproduire toujours la même chose sans savoir pourquoi on fait ça, mais c'est l'apprentissage. Si nos parents avaient l'habitude de ne pas se parler, de ne pas résoudre leurs problèmes, on va calquer la même chose. On va avoir cette tendance-là à fuir les problèmes, à fuir la résolution des problèmes parce qu'on se dit que c'est ça le modèle qu'il faut garder. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais prendre des questions s'il y en a. Oui, bien.
Votre micro est fermé. OK. Ouais, OK. Ma question a comme, je ne sais pas comment on m'avait dit, mais bon, je vais aller. Je ne vous entends pas du tout, hein? C'est bon maintenant? Vous m'entendez? Pourtant, je ne suis pas Je ne suivi. sais pas si c'est juste moi ou bien vous entendez bien. Oui, on entend. Ah, OK, J'entends. vous m'entendez, c'est ça? Oui. Excusez-moi, j'avais fermé mon volume. OK. Bon. C'est pas drôle. Ouais. Excusez. Donc, moi, je disais celui-ci. Si on part sur le constat que il y a des gens, bon, puisque vous avez